Alors salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que cette fois-ci je ne vais pas faire un cours directement, mais je vais étudier un sujet. Alors pas un sujet de bac, ça arrivera pendant les vacances, j'en ferai un sur les deux premiers chapitres de terminale qu'on a vus, ni sur des concours prépa, ni sur le concours général, mais je vais m'intéresser à un concours qu'on m'a demandé, c'est le concours euh, d'intégration, un concours de recrutement de professeurs des écoles, c'est-à-dire pour devenir professeur des écoles, donc école primaire je suppose, j'ai pas fait plus de recherches que ça, on a un sujet de maths, de français, etc. Et du coup moi je vais aborder le sujet de maths. Donc au premier abord, on voit quelques fonctions, des petits calculs, des petits problèmes, et surtout à la fin, si je ne dis pas de bêtises, on a du scratch. Donc tout de suite, quand on voit du scratch, on pense que c'est un niveau collège. Et c'est vrai. C'est-à-dire que le se rapproche d'un niveau collège pour devenir professeur d'école primaire, avec des questions. On est au minimum qu'on devrait savoir pour être capable d'enseigner le niveau un peu plus bas des maths qu'on voit en primaire. Donc, exercice 1. Euh, la directrice d'une école primaire. Attendez, je vérifie. Voilà, c'est bon. Une école primaire, un effectif, l'effectif total. Donc, il faut revoir ce que c'est qu'un effectif total. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour vraiment performer déjà à ce concours-là, il faudrait revoir le programme de collège de maths. Et en vrai, en une après-midi, on peut le revoir facilement. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc on a une base forfaitaire de 1 500 euros, c'est-à-dire que dès le départ, quand on va commencer, on a une base minimum de 1 500 euros à payer. Et on va y ajouter le nombre d'élèves à chaque fois. Donc là, on reconnaît directement une fonction affine, 1 500 euros qui est B, et 100 euros qui est A, donc AX plus B. Donc on a 100x plus 1 500 euros. On fait la même chose ici pour les valeurs qu'on a. Alors c'est un peu décalé, c'est un peu dur à faire d'ailleurs. Bref. Du coup, déterminer l'organisme qui propose le plus de devis avantageux pour 24 élèves. Simple. On prend la première question, on remplace par élève par 4, du coup on multiplie par 24, du coup on multiplie 100 par 24 et on ajoute 1 500, pareil ici, et on trouve un résultat. Donc, dans cette question, on note x, le nombre d'élèves. Donc, x, et du coup, on a bien la forme, comme j'ai dit avant, f de x est égal à 1 500 plus 100x. Euh, 2 000 euros plus 85x. Donc, donner les expressions, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, résoudre l'équation f de x égale ta ta ta. Donc, je prends 1 500 euros plus 100x égale à 4 300. On résout une équation simplement, comme on sait le faire depuis très longtemps. Alors, je vais peut-être. Pour moi, ça paraît peut-être logique, c'est vrai, parce que c'est des choses que j'ai vues en troisième, quatrième, et qui, moi, me sont déjà venues très naturellement. Mais pour quelqu'un que c'est pas venu naturellement, il faut du coup travailler la résolution d'équations du premier degré, pas plus grand. Voilà, il faut, on va dire, centrer les recherches si on cherche à vraiment performer dans ce concours. Après, la difficulté n'est pas très élevée, hein. Comme vous le voyez, certains euh, qui ont le niveau terminal qui regardent mes vidéos vont être un peu outrés du niveau pour devenir prof des écoles, mais après, il n'y a pas besoin de plus en réalité. Déterminer le nombre minimal d'élèves à partir duquel il est le plus avantageux. Encore une fois, c'est une question qu'on peut avoir au brevet. On trace les deux courbes, ou du moins on fait f de x égale à g de x, et on regarde quand est-ce qu'ils se croisent, et du coup à partir de combien d'élèves euh, g de x devient plus avantageux, ou f de x devient plus avantageux. Du coup ça dépend des questions d'avant, lequel le deviendra avantageux. Alors la mairie subventionne ce voyage scolaire à hauteur de 2 cinquièmes de son coût total. La coopérative scolaire prendra à sa charge 50% du reste du coût total. Du coût total. Alors, donc, déterminer la proportion que présente la part prise en charge par les familles par rapport au coût total, donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Fraction irréductible, c'est quelque chose que moi je vois avec une élève à qui je donne des cours, c'est on cherche vraiment à ce que par exemple on ait 5 sur 9. On ne peut pas la simplifier plus la fraction. Alors, déterminer la proportion que représente nanana. Donc là, pour faire cette question-là, on va noter par exemple x ou n'importe quelle lettre, le prix total. On va retirer, enfin on va pas retirer à proprement parler, mais on va le multiplier par 2 cinquièmes, ce qui va du coup nous donner déjà une partie qui est retirée. Du coup, on fait x moins 2 cinquièmes de x pour déjà avoir une idée de combien on va payer. Et ensuite, on divise le tout par 2 parce qu'on fait moins 50%. Et du coup, la charge qui reste, ça sera euh,
une fraction irréductible, enfin qu'on devra rendre irréductible, etc. La directrice inscrit 44 élèves avec l'organisme B. Donc on remonte, on regarde l'organisme B, c'est la fonction g de x, etc. Calculer le montant par élève financé par la coopérative. Donc là, ce qu'on a trouvé avant, va falloir l'employer. Va falloir l'utiliser. Même si on s'est trompé, c'est pas grave. On essaye, avec ce qu'on a trouvé, de mettre les valeurs et on va trouver un arrondi. Enfin, on va marquer un résultat, on va l'arrondir. Attention à ne pas bien marquer le signe arrondi et pas juste égal. Ensuite, une enseigne. Ah, donc voilà, c'est tout pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2, où là, ça va être des probabilités à un niveau assez simple avec des dés ou des cartes, etc. Donc voilà, on a 3 jetons équilibrés. Sur chacun des jetons, le nombre 1 est inscrit sur une des faces et le nombre 0 sur une autre. Donc là, on a une sorte de pile ou face. Mais là, c'est des valeurs 1 et 0. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Un élève lance les 3 jetons et ajoute le nombre qui apparaît sur chacun des et ajoute les nombres qui apparaissent sur chacune des faces. Quelle est la probabilité qu'ils obtiennent une somme égale à 3? C'est-à-dire qu'on a un élève qui lance un jeton, il a 1, il en lance un deuxième, il a encore 1, il en lance un troisième, il en a encore 1. Alors là, on fait la somme, il obtient 3. Du coup, on doit calculer ça, il y a plusieurs méthodes. On peut faire un arbre qui fait comme ça, hein. Bon là c'est un peu fait au fluo. Oula. C'est fait au fluo, c'est pas grave, mais c'est un arbre pondéré. Je vous invite à regarder ce que c'est si vous ne savez pas pour le concours. Et à en faire des conclusions à partir de là. Quand on lance les 3 jetons, on est sûr que 2 jetons au moins donneront le même résultat. Ça c'est une affirmation. Et on y réfléchit, il y a 2 possibilités. Si on lance un jeton, il fait une possibilité. Si on lance un deuxième, il fait l'autre. Mais il n'y a pas de troisième possibilité, donc oui, c'est vrai, il y a que. C'est obligatoire que 2 jetons ont le même résultat à un moment donné, ou plus. Quand on lance les 3 jetons, on a une chance sur 2 d'obtenir 3 faces identiques. Et ben là, suivant ce qu'on a trouvé à l'arbre pondéré, on répond. Et je pense que c'est faux. Ensuite, quoique, euh, 1, 1 sur 3, non, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, ouais, non. Ensuite, partie 3. Exercice 3, alors il est un peu long. Euh, je crois que je vais m'arrêter là. Pour l'instant, je vais faire une deuxième vidéo parce qu'on est déjà à 7 minutes alors que je parle juste, je fais autour du truc. Donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Je passe à la prochaine.